Je suis désolé, mais je ne peux pas t'épouser. Mes parents sont totalement opposés à l'idée d'un fiancé aussi pauvre, a dit froidement ma petite amie. J'ai souri, j'ai rendu la bague, et je suis parti. Mais quelques jours plus tard, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer, croulant sous les appels et les excuses. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Je m'appelle Vicente. J'ai 48 ans. Je suis mécanicien. J'ai un petit bureau dans le sud de la ville, un atelier que j'ai construit de mes propres mains, vie par vice, dette par dette, pendant près de 15 ans. Je ne suis pas riche. Je n'ai jamais prétendu l'être, mais je ne suis pas non plus ce que certains appellent pauvre. Je possède ce que j'ai gagné en travaillant. J'ai ce qui m'appartient. Et j'avais, du moins je le croyais, l'amour d'une femme qui valait chaque aube où je me levais pour suer, dans l'espoir de quelque chose de meilleur. J'ai rencontré Marisol un après-midi d'octobre, dans la quincaillerie du quartier, où elle était allée acheter de la peinture pour son appartement. J'y étais pour chercher des écrous pour un travail urgent. Elle n'arrivait pas à trouver la couleur exacte qu'elle cherchait, et moi, sans trop réfléchir, je lui ai dit que le bleu marine qu'elle tenait à la main serait parfait sur n'importe quel mur. Elle a ri. Elle avait un rire qui remplissait l'espace. Nous avons échangé nos numéros, presque sans nous en rendre compte. Dès cette première semaine, j'ai su que Marisol était différente de toutes celles que j'avais connues auparavant. Elle était intelligente, curieuse. Elle avait une façon de regarder le monde qui m'a tout de suite accroché. Nous avons parlé pendant des heures de livres qu'aucun de nous n'avait jamais fini de lire, de voyages que nous n'avions pas encore faits, et de la vie que nous voulions avoir. Et j'ai commencé à construire cette vie dans ma tête, avec elle dedans. Les premiers mois ont été légers. Nous sortions dîner, nous nous promenions dans le parc, nous regardions des films dans son appartement. Elle m'a présenté à ses amis. Je l'ai emmené rencontrer Rodrigo, mon associé, et l'ami le plus honnête que j'ai jamais eu. Rodrigo l'a regardé cette première nuit, m'a donné une petite tape amicale sur l'épaule, et m'a dit doucement, « Elle est magnifique. Vicente, fais attention. » À ce moment-là, je n'avais pas tout à fait compris ce qu'il voulait dire par là. Aujourd'hui, je le comprends parfaitement. Avec le temps, j'ai aussi commencé à fréquenter la maison de ses parents. Celestina, sa mère, était l'une de ces femmes qui sourit avec la bouche, mais jamais avec les yeux. Toujours impeccable, toujours parfumée, toujours prête à faire un commentaire qui semblait aimable, mais qui laissait une sensation étrange. La première fois que je suis allé chez eux, elle m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Je lui ai dit que j'avais un atelier de mécanique. Elle a hoché la tête lentement, avec ce sourire figé, et a immédiatement changé de sujet. J'aime, le père, était plus silencieux, un homme qui approuvait tout ce que disait sa femme, et donnait rarement sa propre opinion. Il me saluait cordialement. Il m'offrait un café, puis disparaissait derrière son journal. Mais celle que j'ai vraiment fini par aimer dans cette famille, c'était Lorena, la sœur cadette de Marisol. Elle avait 39 ans, vivait seule, travaillait comme institutrice dans une école publique, et possédait une gentillesse authentique, qui contrastait avec tout ce qui entourait cette maison. Lorena me parlait directement. Elle me posait des questions sur l'atelier, avec un réel intérêt. Elle riait de mes mauvaises blagues. Et quand Marisol et moi avions un petit désaccord, c'était Lorena qui m'envoyait un message discret, pour me dire de ne pas y prêter attention, et que sa sœur s'en mêlait parfois les pinceaux toute seule. C'est Lorena qui m'a avoué, presque sans le vouloir, que Celestina répétait depuis des mois que Marisol devrait rencontrer quelqu'un d'un meilleur rang social. Elle l'a dit avec gêne, comme pour s'excuser de quelque chose qui n'était pas de sa faute. J'ai minimisé la chose. Je croyais que l'amour, que Marisol et moi avions construit, était plus grand que les préjugés d'une mère avec trop de temps libre, et un besoin excessif de contrôle. Ce fut une énorme erreur de croire cela, car il y a des gens qui aiment vraiment, et d'autres qui aiment tant que c'est pratique. Et la différence entre les deux n'est pas toujours visible au début. Parfois, il faut des années pour s'en apercevoir. Parfois, on ne le voit qu'au moment précis où quelqu'un vous rend une bague, les yeux secs. Environ 2 mois s'étaient écoulés, depuis que Marisol et moi vivions une relation que je croyais totalement solide. Il y avait quelque chose que personne ne savait encore, une chose que je gardais comme un secret étincelant. Je cherchais la bague parfaite depuis des semaines. J'avais économisé 4 000 € pendant presque 1 an. Non pas parce que c'était une obligation, mais parce que je voulais que ce moment soit vrai. Je voulais qu'elle sache que j'y avais réfléchi, que j'avais pris ma décision,
que ce n'était pas une impulsion, mais une certitude. Rodrigo était le seul au courant. Il m'a aidé à la choisir, un samedi après-midi, dans une petite bijouterie du centre-ville. C'était simple mais élégant, un solitaire en or blanc avec une pierre qui brillait, sans être ostentatoire. Quand je l'ai mise dans la petite boîte et que je l'ai fermée, j'ai eu l'impression de fermer aussi le chapitre de la solitude. Que ce qui viendrait ensuite serait différent, meilleur, qu'il serait à nous. À quel point je me trompais. Mais il restait encore quelques semaines avant que tout ne s'effondre. Et durant ces semaines, il y a eu des signes que j'ai choisi d'ignorer. De petites fissures qui apparaissaient et disparaissaient, et que je colmatais avec des explications raisonnables, parce que je ne voulais pas voir ce qu'au fond, je voyais déjà. Le premier signe est arrivé un mardi soir. Marisol a annulé notre dîner, sans grande explication. Elle a dit qu'elle était fatiguée. Rien d'étrange. Je me suis dit que tout le monde est fatigué parfois. Mais ce soir-là, je l'ai appelée 2 fois, et elle n'a pas répondu. Le lendemain, elle m'a envoyé un court texto, sans affection, sans sa façon habituelle de parler. Juste, désolé, je me suis endormi tôt. Et elle a continué sa journée, comme si de rien n'était. J'ai continué moi aussi, car c'est ce qu'on fait quand on aime quelqu'un. On continue, on explique, on justifie, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus le faire. Le deuxième signe est survenu un vendredi. Nous avions prévu que j'aille dîner chez elle, une chose que nous faisions presque chaque semaine depuis plus d'1 an. Je suis arrivé à 20h pile, avec un sac d'ingrédients pour préparer des pâtes, ce qui était son plat préféré. J'ai sonné, j'ai attendu. Elle a mis plus de temps que d'habitude à ouvrir, et quand elle l'a fait, il y avait quelque chose sur son visage que je n'arrivais pas vraiment à déchiffrer à ce moment-là. Une sorte de tension autour de ses yeux, comme si mon arrivée l'avait prise par surprise, alors qu'elle-même avait confirmé l'après-midi même que nous nous verrions. Elle m'a laissé entrer, mais elle ne m'a pas donné le baiser habituel. Elle s'est excusée, disant qu'elle avait mal à la tête. Nous avons cuisiné ensemble, dans un silence presque total. Elle répondait quand je parlais, mais elle n'initiait rien. Elle n'a pas posé de questions sur l'atelier. Elle ne m'a rien raconté de sa semaine. Elle n'a pas mis la musique qu'elle passait toujours quand nous étions dans la cuisine. Nous avons mangé, débarrassé les assiettes, et quand je me suis assis sur le canapé, m'attendant à ce que la soirée prenne son rythme habituel, elle m'a dit qu'elle était très fatiguée, et qu'il valait peut-être mieux que je parte tôt. Je suis parti. Sur le chemin du retour, les mains sur le volant et la ville défilant par la fenêtre, je me suis demandé ce que j'avais fait de mal. J'ai repassé en boucle chaque conversation récente, chaque mot, chaque geste. Je ne trouvais rien de précis, et d'une certaine manière, c'était encore plus troublant que d'avoir trouvé quelque chose. Le lendemain, je lui ai envoyé un message pour lui demander si elle allait bien. Elle a répondu que oui, que ça avait juste été une mauvaise journée. Je l'ai cru, ou j'ai voulu la croire, ce qui est différent. Au cours de cette semaine, il y a eu 3 moments qui, avec le recul, me semblent impossibles à ignorer. Le premier fut un appel que Marisol a reçu alors que nous étions ensemble au parc. Elle a regardé l'écran, l'a éteint rapidement, et m'a dit que c'était sa mère, et qu'elle la rappellerait plus tard. Mais elle ne l'a pas fait, du moins pas pendant que j'étais là. Le deuxième moment est survenu lorsque j'ai mentionné, presque en passant, que Rodrigo et moi pensions agrandir l'atelier, que nous avions trouvé un local adjacent à un bon prix, et que si tout se passait bien, l'entreprise pourrait beaucoup se développer dans les 2 prochaines années. Je m'attendais à ce qu'elle soit heureuse. Au lieu de cela, elle m'a regardé pendant une seconde, a hoché lentement la tête, et a changé de sujet. Le troisième s'est produit lorsque, au moment de nous dire au revoir ce soir-là, je l'ai serrée dans mes bras, et j'ai senti qu'elle ne me rendait pas mon étreinte avec la même force que d'habitude. Ses bras étaient là, mais c'était comme serrer quelqu'un qui pensait déjà à être ailleurs. Cette nuit-là, j'ai appelé Rodrigo. Je lui ai raconté ce que je remarquais, sans essayer de paraître paranoïaque. Il m'a écouté, sans m'interrompre. Et quand j'ai fini, il a dit une chose qui m'est restée gravée. Vicente, les gens qui vont te blesser te préviennent rarement. Ils changent simplement de température, et le temps que tu t'en rendes compte, le froid est déjà installé depuis un moment. Je lui ai répondu que j'exagérais peut-être. Il m'a dit qu'il espérait avoir tort, mais ce n'était pas le cas. Il s'est passé quelque chose la même semaine, qui a changé tout le poids de la situation. Quelque chose qui a rendu ce qui a suivi encore plus difficile à digérer. Lorena m'a appelé un mercredi matin, pendant que j'étais à l'atelier,
en train de vérifier le moteur d'un vieux camion. J'ai répondu, en pensant qu'elle voulait me dire bonjour comme elle le faisait parfois, mais sa voix avait une tonalité différente, sérieuse, directe. Elle m'a expliqué que les médecins avaient trouvé quelque chose lors de ses examens de routine, qu'elle avait besoin de plus d'analyse, qu'il ne savait pas encore ce que c'était, mais que le médecin lui avait demandé de ne pas attendre. Je suis resté immobile, le téléphone à la main, avec le bruit de l'atelier autour de moi, et cette nouvelle flottant dans l'air, comme une chose qui n'avait pas encore tout à fait atterri. Je lui ai demandé si Marisol était au courant. Elle a répondu que oui, qu'elle lui avait dit le matin même. Je lui ai demandé si elle avait besoin de quelque chose. Elle a fait une pause, et a dit que non pour le moment, mais que cela la rassurait de savoir qu'elle pouvait compter sur moi. Cet après-midi-là, j'ai parlé avec Marisol. Je l'ai interrogée au sujet de Lorena. Elle a répondu qu'elle allait bien, que ce n'était pas grave, et que tout s'arrangerait probablement. Il y avait une légèreté dans son ton qui m'a semblé étrange, compte tenu du fait que nous parlions de la santé de sa sœur, mais j'ai laissé couler. Je me suis dit que chacun gère ses inquiétudes à sa manière. 2 jours plus tard, Lorena m'a rappelé, cette fois pour m'annoncer que les nouveaux tests n'avaient pas apporté de bonnes nouvelles. Elle devait commencer un traitement de toute urgence, et les coûts étaient élevés. Son assurance maladie ne couvrait pas tout. Elle avait peur, mais elle ne voulait pas inquiéter ses parents plus que nécessaire, car le cœur de Celestina était fragile, et Jem ne savait pas gérer ce genre de situation sans s'effondrer. Je n'ai pas hésité une seconde. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter pour l'argent, et que je m'occuperais de tout ce qu'il fallait. Lorena a essayé de refuser. Elle me disait que ce n'était pas juste, que ce n'était pas ma responsabilité. Je lui ai répondu que je l'aimais comme une sœur, que ce n'était pas de la charité, mais la famille. Elle est restée silencieuse pendant quelques secondes, puis elle a dit « merci », d'une voix qui semblait brisée par la gratitude. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai transféré 8 000 € pour couvrir les frais initiaux du traitement de Lorena. Je n'en ai parlé à personne d'autre. Je ne voulais pas que cela passe pour un geste calculé. Je l'ai fait parce que c'était la chose juste à faire, parce qu'elle était une bonne personne, traversant une épreuve qu'elle ne méritait pas. Et parce qu'à ce moment-là, je croyais encore que la famille de Marisol était, d'une certaine manière, aussi ma famille. C'était aussi une erreur. Car pendant que j'utilisais mes économies pour aider la sœur de la femme que j'aimais, cette même femme avait des conversations dont j'ignorais tout. Des conversations avec sa mère, à mon sujet, au sujet de mon atelier, de ce que je représentais, ou plutôt, de ce que je ne représentais pas pour le plan que Celestina avait pour sa fille aînée. Je ne le savais pas à l'époque. Je l'ai découvert plus tard, quand il était trop tard pour changer quoi que ce soit. Et pendant ce temps, j'ai continué à économiser pour la bague. J'ai continué à imaginer la scène. J'ai continué à croire que l'amour que nous avions construit, suffisait à se suffire à lui-même. Des semaines après cet appel de Lorena, un samedi après-midi, j'ai demandé à Marisol de s'asseoir avec moi dans le parc où nous nous étions rencontrés pour la 2e fois. Celui-là même où nous avions passé tant d'après-midi à parler de tout et de rien. J'avais la bague dans ma poche. Mon cœur battait la chamade, mais c'était le bon genre de battement, celui qu'on attend avec excitation. Je me suis assis en face d'elle, je l'ai regardée, j'ai sorti la petite boîte, et puis, le monde a changé de forme pour toujours. J'ai ouvert lentement la petite boîte. La bague était là, brillant de cette lumière tranquille, propre aux choses qui ont une valeur réelle. Elle n'était pas extravagante. Elle était honnête, comme moi, comme tout ce que j'avais construit dans ma vie, sans raccourci ni faveur. J'ai levé les yeux vers Marisol, et j'ai vu quelque chose que je ne m'attendais pas à voir à ce moment-là. Je n'ai pas vu d'émotion. Je n'ai pas vu de surprise lumineuse. J'ai vu une expression qu'il m'a fallu quelques secondes pour identifier, car je ne l'avais jamais vue sur son visage lorsqu'elle s'adressait à moi. C'était du malaise, un malaise profond, presque physique. Comme quelqu'un qui s'apprête à dire une chose qu'il sait blessante, mais qui a déjà décidé de la dire de toute façon. Je lui ai demandé si elle voulait m'épouser. Je l'ai dit d'une voix ferme, bien qu'au fond de moi, je sentais que le sol sous mes pieds n'était plus tout à fait stable. Il y a eu un silence. Pas un de ces silences remplis d'émotions qui précèdent un bruit, c'était un silence vide et froid. Le genre de silence qui remplit l'espace juste avant que quelque chose ne se brise. Marisol a fermé les yeux une seconde, les a rouverts, et puis elle a parlé. Vicente, je suis vraiment désolé, mais je ne peux pas t'épouser. Mes parents y sont strictement opposés.
Ils disent que tu es trop pauvre pour moi. Qu'un homme avec un atelier de mécanique ne peut pas m'offrir la vie que je mérite. Que si je t'épouse, je finirai par le regretter. Et je les ai écoutés, Vicente. Je les ai écoutés, et je pense qu'ils ont raison. Chaque mot est tombé séparément, comme des pierres dans une houille mobile. Un par un, sans hâte, sans aucune culpabilité visible sur son visage. Comme si elle les avait répétés, comme si elle portait cette sentence depuis des jours, et avait enfin trouvé le moment pour la relâcher. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je ne pouvais pas. Quelque chose dans ma tête traitait ce que je venais d'entendre. Et le processus était lent, douloureux, comme lorsqu'on touche quelque chose de très chaud, et que le corps prend un moment pour enregistrer les dégâts. J'ai regardé la petite boîte. J'ai regardé la bague. J'ai regardé Marisol. Et ce que j'ai vu, c'était une femme complètement sereine, attendant ma réaction avec une sorte de patience clinique, comme si elle savait déjà ce qui allait se passer, et qu'elle accomplissait juste une formalité. J'ai fermé la petite boîte lentement, avec le même calme que j'avais mis à l'ouvrir. Je l'ai remise dans ma poche. Je me suis levé, et sans crier, sans trembler, sans lui adresser un seul mot de plus, j'ai tourné les talons et j'ai commencé à marcher. Elle a prononcé mon nom une fois, juste une fois. Elle ne m'a pas suivi. Elle n'a pas couru après moi. Elle ne m'a pas rappelé. Elle m'a laissé partir avec la même froideur que celle avec laquelle elle avait dit tout le reste. Et j'ai marché, un pas, puis un autre, avec le parc autour de moi, et le bruit de la ville qui poursuivait son rythme normal. Comme si de rien n'était. Comme si le monde ne venait pas de changer de forme pour moi, en l'espace de 3 minutes. Je suis arrivé à mon camion, je me suis assis à l'intérieur, j'ai fermé la porte, et là, dans ce petit silence privé, j'ai laissé tout ce que j'avais contenu au cours des dernières minutes s'installer enfin en moi. Je n'ai pas pleuré. Pas à ce moment-là. Ce que j'ai ressenti s'apparentait davantage à un engourdissement total, comme si mon corps avait décidé de se protéger en désactivant temporairement les émotions les plus intenses, pour éviter que le système ne s'effondre d'un coup. J'ai posé mes mains sur le volant, je les ai laissées là, j'ai regardé droit devant moi sans rien voir de particulier. Et dans ma tête, des images ont commencé à défiler dans un ordre qui n'avait aucun sens, mais qui faisait mal avec une précision chirurgicale. Le premier soir où j'avais dîné chez ses parents. Les après-midi passés à cuisiner ensemble. Les projets que nous avions formulés à voix haute, sans savoir qu'ils n'appartenaient qu'à moi. Les 8 000 € que j'avais transférés pour le traitement de Lorena, sans une seconde d'hésitation. La bague que j'avais choisie un samedi avec Rodrigo, convaincu de prendre la meilleure décision de ma vie d'adulte. J'ai pensé à Lorena. J'ai pensé à la façon dont elle luttait contre une chose que son corps lui avait imposée sans sa permission, et pendant ce temps, sa sœur aînée était dans un parc, en train de mettre fin à une relation de 3 ans, parce que sa mère avait décidé que je n'étais pas à la hauteur. J'ai pensé à Celestina, et à ce sourire épais qui n'atteignait jamais ses yeux. J'ai pensé à toutes les fois où je m'étais rendu dans cette maison, en me sentant comme un invité toléré, et non comme un homme qui était aimé. J'ai pensé à tous les signes que j'avais ignorés, parce que je voulais croire que l'amour était plus fort que les préjugés. Ce n'est pas toujours le cas. Ce soir-là, j'ai appelé Rodrigo. Je ne lui ai pas tout dit tout de suite. J'ai juste dit qu'il s'était passé quelque chose, et que j'avais besoin de le voir. Nous nous sommes retrouvés dans notre bar habituel, le même vieux bar avec les mêmes chaises inconfortables, et la même musique de fond qui ne dérange jamais. Rodrigo a commandé 2 bières sans me poser la moindre question, il les a posées sur la table, m'a regardé, et a attendu. Je lui ai tout raconté, de la petite boîte jusqu'à mon retour au camion. Je l'ai raconté sans fioriture, dans l'ordre exact où cela s'était passé. Rodrigo m'a écouté sans m'interrompre une seule fois. Quand j'ai fini, il a pris une longue gorgée de sa bière, l'a posée sur la table avec précaution, et a dit, « Tu sais ce qui me fait le plus de mal là-dedans, Vicente ? C'est que, quelque part au fond de toi. Tu le savais. Tu le savais. Et tu y es quand même allé avec la bague. Parce que tu fais partie de ceux qui préfèrent avoir tort en aimant, plutôt que d'avoir raison en se protégeant. » Je n'ai pas répondu, car il avait raison. Et quand quelqu'un a raison sur une chose qui fait mal, parfois, la seule chose que l'on puisse faire, c'est rester silencieux, et laisser la vérité prendre sa place. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi seul. Je me suis assis dans la cuisine, avec un verre d'eau, et la petite boîte sur la table devant moi.
Je l'ai regardée pendant un bon moment. Puis, je l'ai mise dans le tiroir de ma table de nuit. Non pas parce que je pensais m'en servir, mais parce que je ne savais toujours pas quoi en faire. C'était un objet qui représentait quelque chose qui avait été réel. Pour 4000 € de certitude qui, en moins de 5 minutes, était devenu le rappel de tout ce que j'avais choisi de croire, et que je n'aurais pas dû. Je n'ai pas bien dormi cette nuit-là, mais je n'ai pas pleuré non plus. Quelque chose en moi avait pris une décision silencieuse. Une de ces décisions qui ne se verbalisent pas, mais que le corps exécute déjà de lui-même. Je n'allais pas l'appeler. Je n'allais pas lui écrire. Je n'allais pas chercher d'explication, ni lui demander de revenir sur sa décision. Je n'allais pas la supplier. Non pas parce que ça ne faisait pas mal. Ça faisait plus mal que je ne pourrais le décrire avec des mots. Mais parce qu'il y avait quelque chose en moi, un noyau dur que même la douleur la plus profonde n'avait pas réussi à briser. Une chose qui me disait, avec une clarté absolue, qu'un homme qui doit convaincre quelqu'un qu'il mérite d'être aimé, a déjà perdu la bataille avant même qu'elle ne commence. Alors je n'ai pas appelé, je n'ai pas écrit, je n'ai pas cherché. Le lendemain, je me suis levé à 6 heures du matin, comme toujours. Je me suis douché, j'ai fait du café, je suis allé à l'atelier, j'ai salué les gars qui travaillaient avec moi, j'ai passé en revue le travail de la journée, et j'ai commencé à bouger mes mains. Parce que quand on a mal à la tête, les mains sont la première chose qu'on apprend à utiliser comme bouée de sauvetage. Rodrigo est arrivé à midi. Il m'a apporté un sandwich, et m'a regardé avec cette façon bien à lui d'évaluer la situation sans juger. Il m'a demandé comment j'allais. Je lui ai dit que je tenais debout. Il a dit que c'était suffisant pour le moment. Et il avait raison. Tenir debout, c'était suffisant. C'était tout ce que j'avais besoin de faire à cet instant. Ce que je ne savais pas encore, c'est que les appels allaient commencer bien plus tôt que je ne l'imaginais. Et quand ils arriveraient, ils ne viendraient pas avec des excuses. D'abord, ils viendraient avec quelque chose de complètement différent. 4 jours s'étaient écoulés depuis cet après-midi au parc. 4 jours durant lesquels j'avais gardé le silence, avec une discipline qui m'avait coûté plus que je ne le laissais paraître. Je n'avais pas bloqué Marisol. Je n'avais pas supprimé ses anciens messages. Je n'avais encore rien fait de dramatique ou de définitif. J'avais simplement cessé de prendre l'initiative du contact, et elle n'en avait pris aucune non plus. Ce silence mutuel était en soi une réponse. Il me disait tout ce que j'avais besoin de savoir sur ce qui avait été réel, et sur ce qui n'avait été que ma propre version de la réalité. Le 5e jour, à 10h15 du matin, alors que j'étais sous une voiture en train de vérifier le système de freinage, mon téléphone a vibré sur l'établi. Je l'ai pris avec ma main pleine de graisse, et j'ai vu le nom sur l'écran. Ce n'était pas Marisol. C'était Célestina. J'ai fixé le nom pendant 3 ou 4 secondes, non pas par hésitation, mais parce que j'avais besoin de ce moment, pour décider de quel point de vue j'allais répondre. J'ai décroché. Sa voix était exactement comme dans mes souvenirs, modulée, contrôlée, avec cette cadence de quelqu'un habitué à diriger les conversations de bout en bout, sans que personne ne s'en aperçoive trop. Elle m'a dit qu'elle voulait me parler, qu'il y avait des choses à clarifier, qu'elle comprenait que la situation était difficile, mais qu'elle espérait que je sois assez mûr pour avoir une conversation civilisée. Elle a utilisé le mot « mûr » 2 fois en moins d'une minute, comme si la maturité était une chose que je devais prouver, et qu'elle possédait, elle, en abondance. Je lui ai dit que je l'écoutais. Elle a expliqué, avec un calme qui frôlait la froideur absolue, que sa décision concernant Marisol et moi n'était pas personnelle, qu'elle était pratique. Qu'elle voulait seulement le meilleur pour sa fille. Qu'une femme comme Marisol, avec son éducation, avec sa famille, avec son mode de vie, avait besoin de quelqu'un qui puisse l'accompagner à ce niveau. Que j'étais un homme bien, sûrement, mais qu'un atelier de mécanique n'était pas une fondation solide pour l'avenir que Marisol méritait. Elle l'a dit sans cruauté apparente, avec cette brutalité élégante de quelqu'un qui a appris à emballer les insultes, dans le langage de l'inquiétude maternelle. J'ai écouté tout cela sans l'interrompre. Et quand elle a fini, je ne lui ai posé qu'une seule question. Je lui ai demandé si elle savait que j'avais payé 8000 € pour le traitement médical de Lorena. Il y a eu une brève pause, presque imperceptible, mais elle était là. Elle m'a répondu que c'était ma décision, que personne ne me l'avait demandé, qu'ils appréciaient le geste, mais que cela ne changeait rien à la situation entre Marisol et moi. J'ai fermé les yeux une seconde. J'ai respiré. Je lui ai dit qu'elle avait raison,
que ça avait été ma décision. Que je l'avais fait parce que je le voulais, et non parce que j'attendais quoi que ce soit en retour. Et que précisément pour cette raison, ce qu'elle venait de me dire ne me changeait pas. Cela ne faisait que confirmer une chose que je commençais déjà à comprendre. Je lui ai dit que je n'allais pas appeler Marisol, que je n'allais pas la chercher, et que j'espérais que sa famille se porterait bien. Sur ce, j'ai mis fin à l'appel. J'ai posé le téléphone sur l'établi. Je suis resté au milieu de l'atelier, mes mains toujours sales de graisse, et quelque chose remuait dans ma poitrine, qui n'était pas exactement de la tristesse. Cela ressemblait davantage à une clarté inconfortable. Le genre de clarté qui apparaît quand on voit enfin une chose que l'on regardait depuis longtemps, sans vraiment la voir. Rodrigo était au fond de l'atelier, en train de changer des pneus. Il m'a regardé de loin, avec sa façon de tout remarquer sans rien demander. J'ai levé une main, comme pour lui dire que j'allais bien. Il a hoché la tête, et a continué à travailler. Cet après-midi-là, quand l'atelier a fermé et que les gars sont partis, je suis resté seul pour revoir les comptes du mois. C'était une chose que je faisais toujours à la fin de la semaine, mais ce jour-là, j'en avais besoin, davantage comme un rituel que comme une obligation. J'avais besoin de voir des chiffres, des choses concrètes, réelles, qui ne changeaient pas de sens en fonction de la personne qui les regardait. L'atelier marchait bien, mieux que l'année précédente. Le local adjacent que Rodrigo et moi évaluions était toujours disponible. La proposition que nous avions préparée pour agrandir l'entreprise était solide. Il y avait du travail constant, des clients fidèles, une réputation bâtie sur 15 ans sans faillir. Célestina avait dit qu'un atelier de mécanique n'était pas une fondation solide, mais les chiffres sur cette table racontaient une toute autre histoire. J'ai rangé les papiers, j'ai éteint la lumière du bureau, et j'ai pris une décision qui semblait petite ce soir-là, mais qui, avec le temps, s'est avérée être l'une des plus importantes que j'ai prises depuis longtemps. J'ai appelé le propriétaire du local adjacent, et je lui ai dit que nous voulions avancer sur le contrat. C'était un pas en avant, le premier d'une longue série. Au cours des jours suivants, j'ai maintenu ma routine avec une détermination qui me surprenait parfois moi-même. Je me levais tôt, j'allais à l'atelier, je travaillais, je mangeais, je dormais, et je recommençais. Ce n'était pas une vie glamour, mais c'était la mienne. Construite avec mes mains et mes décisions, et personne ne pouvait me l'enlever. Lorena m'a envoyé un message une semaine après cet après-midi au parc. C'était un court message. Elle me disait qu'elle savait ce qui s'était passé entre Marisol et moi, qu'elle était très désolée, que je ne méritais pas ça, et que malgré tout, elle n'oublierait jamais ce que j'avais fait pour elle. Je lui ai répondu qu'elle n'avait pas à me remercier pour quoi que ce soit, que j'étais heureux que le traitement avance, qu'elle devait prendre soin d'elle, et que si elle avait besoin de quoi que ce soit, elle devait m'écrire sans hésitation. Elle n'a pas répondu tout de suite, mais quelques heures plus tard, j'ai reçu un seul message qui disait « Tu es une meilleure personne que ce que ma famille mérite, Vicente ». Je l'ai lu 2 fois, je l'ai sauvegardé, et je n'ai plus répondu, car il n'y avait rien à ajouter. 2 semaines après l'appel de Célestina, le téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était un numéro que je n'avais pas enregistré, mais que j'ai reconnu immédiatement, car il comportait au milieu les 3 chiffres que Marisol utilisait toujours dans ses mots de passe. C'était elle, m'appelant d'un autre numéro. Je n'ai pas décroché. Elle m'a envoyé un message texte depuis ce même numéro. Il disait « Vicente, j'ai besoin de te parler. S'il te plaît, c'est important. » Je l'ai lu, et je l'ai laissé sans réponse. Le lendemain, elle en a envoyé un autre. Celui-ci disait « Je sais que tu es en colère, mais il y a des choses que je dois t'expliquer. Laisse-moi une chance. » J'ai aussi laissé celui-là sans réponse. Non pas parce que j'étais en colère. La colère est une émotion brûlante, et ce que je ressentais à ce moment-là n'avait pas de température. C'était quelque chose de plus froid et de plus silencieux. C'était la certitude qu'aucune explication ne pourrait changer ce qui s'était passé. Les mots qu'elle m'avait dit dans ce parc n'avaient pas été une erreur impulsive. Ça avait été une décision. Une décision qu'elle avait prise au fil du temps, sous l'influence de sa mère, avec la conviction que je n'étais pas assez bien. Et cela ne pouvait pas être annulé par un simple appel, provenant d'un numéro différent. Le 3e message est arrivé le soir même. Il était plus long. Il disait qu'elle était désolée, qu'elle avait fait une erreur, que ses parents avaient fait pression sur elle, mais qu'elle aurait dû être plus forte. Qu'elle me manquait, qu'elle voulait me voir. J'ai tout lu.
Puis j'ai posé le téléphone face contre table sur la table de nuit, et j'ai éteint la lumière. Ce n'était pas de la cruauté qui m'empêchait de répondre. C'était une chose beaucoup plus simple et beaucoup plus définitive. C'était que j'avais déjà pris ma décision au moment où j'ai fermé cette petite boîte, et où je me suis levé dans ce parc. Pas avec des mots, pas avec un discours, juste avec mes pas qui s'éloignaient. Et cette décision n'avait pas changé parce que des messages arrivaient de numéros inconnus. Elle n'allait pas changer. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que les messages de Marisol étaient la partie la plus facile de ce qui m'attendait. Car quelques jours plus tard, une chose inattendue est arrivée. Une chose qui n'avait rien à voir avec l'amour, la fierté, ou des projets brisés. Quelque chose qui concernait Lorena, avec des nouvelles qu'aucun de nous n'était prêt à recevoir. L'appel est arrivé un jeudi matin. C'était Lorena. J'ai décroché immédiatement, car depuis qu'elle avait commencé son traitement, je répondais toujours quand elle appelait, peu importe ce que je faisais sur le moment. Sa voix semblait différente. Pas exactement effrayée, mais fatiguée, d'une manière qui allait bien au-delà de l'épuisement physique. C'était la fatigue de quelqu'un qui a été fort pendant trop longtemps, et qui commence à sentir le poids de cet effort dans ses os. Elle m'a dit que les médecins avaient passé en revue les résultats des dernières semaines, et que les nouvelles n'étaient pas celles qu'ils espéraient. Le traitement fonctionnait, mais plus lentement que prévu. Ils devaient ajuster le protocole. Cela signifiait plus de séances, plus de médicaments, et bien sûr, plus d'argent. Elle m'a annoncé le montant, d'une voix qui essayait d'être neutre, mais qui tremblait légèrement sur les bords. Il s'agissait de 11 000 € supplémentaires pour couvrir les 3 prochains mois. Je suis resté silencieux un instant, non pas parce que j'hésitais, mais parce que j'avais besoin de digérer ce chiffre, tout en maintenant la conversation, sans lui donner l'impression que je la jugeais. Je lui ai demandé quand elle avait besoin d'une réponse. Elle m'a dit que le médecin leur avait demandé de confirmer avant le lundi suivant, pour ne pas perdre leur place dans la clinique spécialisée où elle était traitée. Je lui ai dit qu'elle aurait sa réponse lundi. Quand j'ai raccroché, je suis resté dans le bureau de l'atelier, le téléphone à la main, et les chiffres tourbillonnant dans ma tête. 11 000 €. Ajouté aux 8 000 € que j'avais déjà avancés, cela faisait un total de 19 000 €. Ce n'était pas une petite somme pour moi. Je n'allais pas me mentir là-dessus. Cela impliquait de toucher à une partie des économies que j'avais mises de côté pour l'agrandissement de l'atelier, celle-là même que Rodrigo et moi avions prévu d'utiliser pour faire franchir une nouvelle étape à l'entreprise. L'après-midi, quand Rodrigo est arrivé, je lui ai tout raconté. Pas seulement pour Lorena, mais aussi tout ce qui s'était passé avant. Les messages de Marisol, l'appel de Celestina, le silence que j'avais gardé. Il a tout écouté sans bouger de sa place, appuyé contre l'encadrement de la porte du bureau, les bras croisés. Quand j'ai fini de parler, il m'a regardé droit dans les yeux, et a demandé « Et tu vas avancer ces 11 000 ?» Je lui ai répondu que oui. Il m'a demandé pourquoi. Pas sur un ton de reproche, il voulait sincèrement comprendre. Je lui ai dit que Lorena n'était coupable de rien, que c'était une bonne personne, qu'elle était malade, et qu'elle n'avait pas les ressources pour y faire face seule. Que ce qui s'était passé entre Marisol et moi n'enlevait pas à Lorena le droit de recevoir de l'aide. Que si j'étais le genre d'homme qui arrête d'aider une personne innocente parce qu'il est en colère contre quelqu'un d'autre, alors Celestina aurait raison de ne pas vouloir de moi pour sa famille. Rodrigo m'a regardé pendant quelques longues secondes. Puis il a hoché la tête une fois, et a dit « D'accord, alors on va réorganiser les comptes pour que l'atelier n'en souffre pas trop. » Et c'était tout. Pas de drame, pas de questions supplémentaires. C'était ça, Rodrigo, un homme qui, lorsqu'il décidait d'être de votre côté, l'était sans condition ni grand discours. Le vendredi, j'ai appelé Lorena et je lui ai confirmé que l'argent serait prêt avant lundi. Elle est restée silencieuse pendant quelques secondes, puis elle a dit qu'elle ne comprenait pas comment je pouvais faire ça, après tout ce qui s'était passé avec sa sœur. Je lui ai dit que ce qui s'était passé avec Marisol était une chose, et qu'elle était une toute autre chose. Que les gens ne sont pas responsables des décisions de leurs proches, et que je n'allais pas punir quelqu'un de bien, parce qu'une personne de son entourage m'avait blessé. Lorena a pleuré. Elle a essayé de se retenir, mais je l'ai entendue, et ça m'a fait mal d'une manière différente. Une douleur qui n'avait rien à voir avec l'amour romantique, mais avec quelque chose de plus ancien et de plus fondamental, la certitude qu'il y a des gens dans le monde qui méritent plus que ce qu'ils reçoivent. Et que, quand on a le pouvoir de faire quelque chose pour y remédier, on se doit de le faire. J'ai transféré l'argent le dimanche soir, 11 000 €,
sans rien demander en retour, sans le dire à personne d'autre, juste parce que c'était la chose juste à faire. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que Célestina le découvre. Je ne sais pas comment elle l'a su. C'est peut-être Lorena qui l'a mentionné, sans en mesurer les conséquences. C'est peut-être Jem qui a remarqué un mouvement dans les relevés bancaires de la famille. Le fait est que, 2 jours après ce lundi, j'ai reçu un appel de Célestina, et cette fois, son ton était complètement différent de la première fois. Ce n'était plus la voix modulée et contrôlée de quelqu'un qui dirige élégamment la conversation. C'était la voix de quelqu'un qui vient de découvrir une chose qui ne rentre pas dans le schéma qu'elle avait construit, et qui ne sait pas très bien comment réorganiser les pièces. Elle m'a dit qu'elle avait découvert ce que j'avais fait pour Lorena. Que c'était un geste très généreux, que peut-être elle s'était montrée trop expéditive dans ses jugements précédents, et que cela valait peut-être la peine que nous nous réunissions tous les 4 elle, Jem, Marisol et moi pour avoir une conversation plus calme sur la situation. Je l'ai écoutée jusqu'au bout sans rien dire. Et quand elle a terminé, je lui ai répondu, avec le même calme que j'avais employé la première fois, que j'appréciais ses paroles, mais qu'il n'y avait rien à discuter. Que ma décision était prise, que je souhaitais le meilleur à sa famille, et que j'espérais que Lorena se rétablirait vite. Elle a essayé de continuer. Elle m'a dit que Marisol était très affectée, qu'elle dormait mal, que je lui manquais, qu'elle avait fait l'erreur de se laisser influencer, qu'elle était encore jeune, que parfois les enfants font des erreurs, et que les parents font des erreurs aussi. Je lui ai répondu que oui, les erreurs existent, que parfois elles ont des conséquences, et que ces conséquences n'étaient pas une punition, mais simplement la réalité qui faisait son travail avec honnêteté. J'ai raccroché. Je me suis assis dans la chaise de bureau, et j'ai regardé le plafond pendant un instant. Je n'ai ressenti aucun triomphe. Je n'ai ressenti aucune rage. J'ai ressenti quelque chose qui s'apparentait davantage à une étrange équanimité, comme si une tempête était passée. Et ce qui restait n'était pas de la destruction, mais un espace propre, un terrain dégagé où je pourrais commencer à construire quelque chose de différent. La même semaine, Rodrigo et moi avons signé le contrat pour le local adjacent. C'était un espace qui nous permettait de presque doubler la capacité de l'atelier. Nous prévoyions d'embaucher 2 mécaniciens supplémentaires avant la fin de l'année. Les chiffres étaient bons. Le travail était régulier. Et pour la première fois depuis des mois, j'avais le sentiment que la voie à suivre était plus claire que jamais. Non pas malgré ce qui s'était passé, mais en partie grâce à cela. Parce qu'il y a une chose que la trahison fait, quand elle ne vous détruit pas, elle vous épure. Elle supprime le bruit. Elle ne vous laisse que l'essentiel. Et l'essentiel, ai-je découvert, est toujours plus solide qu'on ne le pensait. Les messages de Marisol ont continué d'arriver au cours de cette semaine. Plus depuis ce numéro inconnu, mais depuis le sien, comme si elle avait abandonné l'idée de se cacher. Certains étaient courts, d'autres étaient longs, remplis d'explications et de contextes que je n'avais pas demandé. Je les ai tous lus. Non pas parce qu'ils m'affectaient de la même manière qu'avant, mais parce que je pensais que c'était la chose honnête à faire. Lire ce que quelqu'un écrit dans la douleur est une forme de respect, même si vous ne répondez pas. Mais je n'ai pas répondu. Dans un de ces messages, le plus long de tous, Marisol m'a raconté qu'elle avait eu une grosse dispute avec ses parents, qu'elle leur avait dit qu'ils avaient tort. Qu'elle avait défendu notre relation trop tard, mais qu'elle l'avait fait, qu'elle avait pleuré pendant des jours, et qu'elle avait le sentiment d'avoir gâché quelque chose de vrai, en écoutant une voix qui n'était pas la sienne. Je l'ai lu 2 fois, je l'ai fermé, et je me suis demandé en silence où était passée cette voix, le jour où elle m'avait regardé dans le parc avec les yeux secs, et m'avait rendu 3 ans d'amour avec une phrase répétée. Les gens qui se réveillent tard ont tout à fait le droit de se réveiller, mais le réveil n'efface pas ce qui s'est passé pendant qu'ils dormaient. Et moi, j'avais déjà commencé à construire quelque chose de nouveau, avec mes mains, ma tête, et mon cœur. Quelque chose où il n'y avait plus de place pour ce qui avait été, peu importe à quel point cela faisait mal de l'admettre. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait un chapitre encore plus difficile à venir. Un chapitre qui n'arriverait pas sous la forme d'un message ou d'un appel, mais en personne, sans prévenir, à l'endroit où je m'y attendais le moins. C'était un mardi, à 11h du matin, lorsqu'elle est apparue à la porte de l'atelier. Je ne l'ai pas vue arriver. J'étais dans le bureau, en train de revoir un devis, quand l'un des gars, Francisco, a passé la tête par la porte avec une expression étrange. Le genre d'expression que l'on a quand on n'est pas sûr d'apporter une bonne ou une mauvaise nouvelle, et qu'on préfère ne pas avoir d'opinion. Il m'a dit qu'il y avait une femme dehors qui demandait à me voir. Il n'a pas dit qui c'était.
Il n'a pas eu besoin de le faire. Quelque chose dans son ton m'a renseigné avant même ces mots. Je suis sorti du bureau, le devis encore à la main. Je l'ai vue immédiatement. Elle se tenait à l'entrée de l'atelier, juste à l'extérieur de l'ombre du toit, avec la lumière de midi tombant directement sur elle. Habillée simplement, sans son soin habituel. Elle avait des cernes sous les yeux. Je ne l'avais jamais vue ainsi. Marisol faisait partie de ces personnes qui accordaient beaucoup d'importance à leur apparence, non pas par vanité, mais presque comme un bouclier, comme si bien se présenter au monde était une forme de contrôle sur les choses qu'elle ne pouvait pas maîtriser. La voir ainsi, dépourvue de ce bouclier, m'en disait bien plus sur son état, que n'importe quel message texte. Elle m'a regardé quand je suis sorti. Elle n'a pas souri non plus. Je lui ai demandé si elle allait bien, non pas pour entamer la conversation, mais parce que c'est le minimum qu'un être humain demande à un autre, quand il le voit avec un tel visage. Elle m'a dit qu'elle avait besoin de me parler. Qu'elle était venue parce que je n'avais pas répondu à ses messages, et qu'elle devait me dire des choses en personne, qui ne me prendraient pas beaucoup de temps. J'ai désigné le bureau. Nous sommes entrés. J'ai fermé la porte. Je me suis assis derrière le bureau, non pas par volonté de mettre de la distance, mais parce que c'était ma place naturelle dans cet espace. Elle est restée debout un instant, puis s'est assise sur la chaise en face de moi, celle-là même où Rodrigo s'asseyait parfois, lorsque nous révisions les comptes ensemble. Il y a eu quelques secondes de silence. Elle a regardé ses mains. Je l'ai regardée. Elle a commencé à parler. Elle m'a dit qu'elle était désolée. Qu'elle était désolée d'une manière qu'elle ne savait pas bien expliquer avec des mots. Qu'elle avait passé des semaines sans dormir, à repenser à ce moment dans le parc. À le rejouer en boucle, cherchant l'instant exact où elle s'était engagée sur la mauvaise voie. Elle m'a dit que ses parents avaient fait pression sur elle pendant des mois. Que Célestina avait répété tant de fois que je n'étais pas ce dont elle avait besoin, qu'à un moment donné, une chose en elle avait cessé de résister, et s'était mise à répéter ces mots comme si c'étaient les siens, sans réaliser qu'ils ne l'étaient pas. Elle m'a raconté que, lorsqu'elle m'a vu m'éloigner vers le camion, quelque chose s'était brisé en elle. Qu'à ce moment-là, elle avait voulu courir après moi. Mais qu'elle ne l'avait pas fait, parce qu'elle n'avait pas encore pleinement compris ce qu'elle venait de faire. Que cette compréhension était venue plus tard, seule, dans le silence de son appartement. Et que, lorsqu'il ne restait plus rien d'autre à faire que de le porter, elle avait réalisé qu'elle m'aimait. Qu'elle m'aimait toujours, que si je lui donnais une autre chance, elle me montrerait qu'elle pouvait être différente. Qu'elle était prête à tenir tête à ses parents, à avoir la conversation qu'elle n'avait pas eue plus tôt, et à me défendre comme elle aurait dû le faire depuis le début. Elle a dit tout cela d'une traite, avec une voix à peine contrôlée et les yeux brillants. Et quand elle a fini, elle m'a regardé avec cette expression de quelqu'un qui vient de mettre tout ce qu'il a sur la table, et qui attend de voir ce qui va se passer. Je l'ai écoutée jusqu'au bout, sans l'interrompre une seule fois, car ce qu'elle disait méritait d'être entendu, même si cela ne changeait rien. Et quand elle a terminé, j'ai pris un moment avant de répondre, non pas pour la faire attendre cruellement, mais parce que ce que j'allais dire méritait la même honnêteté que celle avec laquelle elle avait parlé. Je lui ai dit que je l'avais entendue, que je comprenais que ce qu'elle disait était réel pour elle à cet instant, que je ne doutais pas qu'elle ait souffert, et que je ne doutais pas qu'il y avait eu une part de vérité dans ce que nous avions vécu. Mais je lui ai aussi rappelé que, ce jour-là dans le parc, j'avais vu quelque chose que je ne pouvais pas effacer de ma mémoire. Pas seulement les mots qu'elle m'avait dit, mais la façon dont elle les avait prononcés, sans hésitation, sans un tremblement, avec une sérénité qui n'était pas celle d'une personne entraînée par la pression du moment, mais bien celle de quelqu'un qui avait déjà pris sa décision à l'avance. Et qui ne faisait que l'exécuter. Je lui ai expliqué que ce n'était pas une erreur impulsive. C'était un choix. Et les choix ont des conséquences, qui ne s'effacent pas par le regret, même si ce regret est authentique. Je lui ai dit que j'avais mis 19 000 € dans le traitement de sa sœur, non pas pour que l'on me rembourse, non pas pour que l'on me remercie, mais parce que c'était la chose juste à faire. Et que, pendant que je faisais cela, elle avait des conversations avec sa mère sur la façon de mettre fin à notre relation de la manière la moins compliquée possible. Que cela me disait tout ce que j'avais besoin de savoir sur la distance qui existait entre nous, sans que je m'en doute. Marisol a ouvert la bouche pour dire quelque chose. Je l'ai arrêté doucement, en levant la main, non pas avec agressivité, mais avec fermeté. Je lui ai dit que je ne lui en voulais pas, que c'était la vérité. Que je comprenais que les gens sont le résultat de ce qu'on leur apprend, et que Célestina lui avait appris à mesurer la valeur des gens selon des critères que je ne pourrais jamais satisfaire,
car je n'en avais jamais eu l'intention. Mais cela ne signifiait pas que je devais rester une partie de cette équation. Je lui ai souhaité le meilleur, en espérant qu'elle trouverait quelqu'un que sa mère approuverait, et qui la rendrait véritablement heureuse. Que ces deux choses pourraient peut-être coexister, que je l'espérais pour elle. Et je lui ai dit qu'il était trop tard, que ce que nous avions eu n'existait plus de la même manière, que je ne pouvais pas retourner à cet endroit parce que cet endroit n'était plus le même, et moi non plus. Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle s'est contentée de me regarder avec une expression qui mêlait la douleur à quelque chose qui ressemblait à de la compréhension. Comme si une part d'elle savait, depuis qu'elle avait franchi cette porte, que la conversation se terminerait ainsi, mais qu'elle était venue quand même. Car elle avait besoin de l'entendre en personne, pour pouvoir refermer quelque chose que les messages sans réponse n'avaient pas réussi à clore. Elle s'est levée, a pris son sac, et avant d'atteindre la porte, elle s'est retournée une dernière fois pour demander s'il y avait une chance, aussi infime soit-elle, que les choses changent avec le temps. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Je lui ai dit que non, sans cruauté, avec le même calme que j'avais mis à lui dire tout le reste. Avec la tranquillité de quelqu'un qui sait déjà ce qu'il veut, et ce qu'il ne veut pas, et qui n'a pas besoin de l'enrober de doutes pour que ça paraisse plus gentil. Elle a hoché la tête une fois, presque imperceptiblement, comme pour accepter une chose qui lui pesait, mais qu'elle reconnaissait comme vraie, et elle est partie. Je suis resté seul dans le bureau. J'ai entendu ses pas s'éloigner à travers l'atelier. J'ai entendu le bruit des gars qui travaillaient dehors, le métal contre le métal, le compresseur qui tournait, la radio à faible volume qui passait une chanson que je ne connaissais pas. La vie de l'atelier poursuivait son rythme normal. Complètement inconsciente de ce qui venait de se passer à l'intérieur de ce petit bureau, au mur en bois et à la fenêtre donnant sur la cour. J'ai posé le devis, que je tenais encore à la main, sur le bureau. Je l'ai lissé avec ma paume même s'il n'était pas froissé, et je l'ai fixé pendant un moment, sans vraiment le lire. Francisco a repassé la tête. Il m'a demandé si tout allait bien. Je lui ai dit que oui. Il m'a regardé une seconde de plus, a hoché la tête, et a disparu à nouveau dans l'atelier. Cet après-midi-là, Rodrigo est arrivé à l'heure de la fermeture, comme d'habitude. Je ne lui ai pas parlé de Marisol tout de suite. D'abord, nous avons fermé la caisse, passé en revue le travail en attente pour le lendemain, éteint les lumières, et alors que nous marchions vers le parking vide, je lui ai dit qu'elle était venue. Il s'est arrêté, et m'a regardé. Je lui ai raconté tout ce qu'elle avait dit, et ce que j'avais répondu au moment où elle est partie. Rodrigo est resté silencieux pendant quelques secondes, fixant le sol du parking. Puis, il a levé les yeux et a dit une chose que je n'ai pas oubliée, la plupart des gens comprennent la valeur de ce qu'ils ont, précisément au moment où ils ne l'ont plus. Ce n'est pas cruel de ta part d'être arrivé à cette conclusion avant elle. Je lui ai dit que je ne me sentais pas cruel. Il a dit qu'il le savait. Et que c'était précisément pour cela que j'avais fait ce qu'il fallait. Nous nous sommes dit au revoir. Je suis rentré chez moi. J'ai dîné seul. Quelque chose de simple que j'ai préparé sans trop d'efforts. Puis, je me suis assis sur le canapé du salon, avec un café et le silence de l'appartement autour de moi. C'était un silence différent de celui des premières nuits après le parc. Il n'avait plus cette texture dense et lourde des choses qui font mal. Il était plus léger, plus propre. J'ai ouvert le tiroir de la table de nuit, j'ai sorti la petite boîte avec la bague, et je l'ai tenue dans ma main pendant un instant. Pour 4000 € de certitude qui, finalement, n'avaient été que les miens. Je l'ai posée sur la table, et cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi sans me réveiller au milieu de la nuit. 3 mois se sont écoulés depuis cet après-midi dans le bureau de l'atelier. 3 mois qui, vus de l'intérieur, avaient été plus intenses que quiconque n'aurait pu l'imaginer en regardant ma vie de l'extérieur. De l'extérieur, tout semblait pareil. Le même atelier, la même routine, le même homme de 48 ans qui arrivait tôt, et partait quand le travail était terminé. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé d'une manière qu'il était difficile de nommer avec précision. C'était comme si un poids, que je portais depuis si longtemps que je ne le sentais plus comme un poids mais comme une partie de moi-même, avait été soulevé. Et en le retirant, en m'en libérant, j'ai découvert que je bougeais différemment, plus léger, plus direct. L'agrandissement de l'atelier fonctionnait mieux que ce que Rodrigo et moi avions projeté dans nos calculs les plus optimistes. Le local adjacent était prêt à la fin du mois précédent. Et dès la première semaine, le flux de travail avait augmenté d'une façon qui nous a obligés à réorganiser les horaires.
Miguel s'était avéré être exactement le genre de personne que vous voulez avoir près de vous quand vous construisez quelque chose, silencieux, précis, responsable. Je lui avais confié plus de responsabilités, et il les avait assumées sans s'en vanter, ni demander plus que ce qui lui revenait. Rodrigo disait qu'en 2 ans, il serait indispensable. Je pensais qu'il l'était déjà. Nous avions conclu un contrat avec une entreprise de transport de taille moyenne, qui avait besoin d'un entretien régulier pour sa flotte de 12 véhicules. C'était le genre de client stable qui modifie la nature même d'une entreprise. Pas le travail le plus glamour, mais le plus fiable. Celui qui permet de planifier avec un véritable horizon, au lieu de vivre au jour le jour en attendant que la prochaine voiture en panne n'arrive. Financièrement, j'étais dans la meilleure phase des 5 dernières années. Pas riche, comme Célestina l'aurait souhaité pour sa fille, mais solide. Construit sans dette qui m'empêchait de dormir la nuit, et avec des prévisions indiquant que le meilleur était encore à venir. Lorena avait terminé la phase la plus intense de son traitement. Il y a un mois, le médecin s'était prononcé avec un optimisme prudent, ce qui, en langage médical, équivaut à de très bonnes nouvelles. Elle me l'avait annoncé elle-même dans un long message, arrivé un dimanche matin, rempli de détails sur ce que les tests montraient, et sur ce que le médecin avait dit lors de la dernière consultation. À la fin du message, elle avait écrit quelque chose que j'ai sauvegardé sans répondre immédiatement, car j'avais besoin d'un moment pour le lire correctement. Il disait, « Je ne sais pas si je pourrai un jour te rembourser pour ce que tu as fait pour moi, mais je sais que je vais passer le reste de ma vie à être le genre de personne qui le mérite. Merci, Vicente. » J'ai répondu cet après-midi-là. Je lui ai dit qu'elle avait déjà tout remboursé avec cette phrase, que j'étais heureux qu'elle aille bien, et qu'elle devait continuer à être exactement qui elle était, parce que le monde avait besoin d'elle ainsi. Je n'avais pas eu de nouvelles de Marisol depuis des mois. Le silence entre nous était devenu le genre de silence qui ne blesse plus, et qui ne pèse plus. C'était simplement la distance naturelle entre deux personnes qui avaient pris des chemins qui ne se croisaient plus. Je ne pensais pas à elle tous les jours. Parfois, je repensais à ce que nous avions eu, les après-midi passés à cuisiner, les longues conversations. Et je le faisais sans colère, sans nostalgie aiguë. Avec cet étrange mélange de gratitude et d'acceptation que l'on ressent pour les expériences qui font mal, mais qui enseignent aussi des choses qu'on n'aurait pas apprises autrement. J'avais commencé à sortir davantage. Pas encore avec des intentions romantiques, mais simplement pour me rappeler que le monde possédait plus de dimensions que l'atelier et mon appartement. Rodrigo m'avait traîné à quelques dîners avec des amis communs. J'avais repris l'habitude de me promener l'après-midi, chose que j'avais abandonnée pendant les mois les plus sombres. J'avais recommencé à lire, ce que je ne faisais plus régulièrement depuis des années. De petites choses. Mais ce sont les petites choses qui construisent les jours, et ce sont les jours qui construisent une vie. Un samedi après-midi, je suis allé seul à une exposition de photographie, dans un centre culturel en plein centre-ville. Non pas parce qu'on m'y avait invité, ou parce que j'avais une raison particulière d'y aller. J'avais simplement vu l'affiche en passant avec mon camion, et j'avais décidé d'y entrer. C'était le genre de décision spontanée qu'il m'aurait été difficile de prendre auparavant, car il y avait toujours quelqu'un avec qui me coordonner, quelqu'un dont l'humeur ou la disponibilité devait être prise en compte. Je suis entré seul, j'ai marché lentement dans les allées, j'ai regardé les photographies calmement, et je suis ressorti 1 heure plus tard, avec ce sentiment léger d'avoir fait quelque chose juste pour moi, sans avoir à me justifier auprès de qui que ce soit. Cette même semaine, j'ai sorti la petite boîte contenant la bague du tiroir de ma table de nuit. Je l'ai tenue dans ma main, comme je l'avais fait plusieurs fois auparavant. Mais cette fois-ci, ce que j'ai ressenti était différent. Ce n'était plus un rappel de ce qui avait été brisé. C'était simplement un bel objet. Un solitaire en or blanc, avec une pierre tranquille. Il avait coûté 4 000 €, et des mois d'économie à un homme qui croyait en ce qu'il construisait. Cet homme, c'était toujours moi. Cela n'avait pas changé. J'ai appelé la bijouterie où je l'avais acheté. J'ai expliqué la situation sans entrer dans les détails. Ils m'ont dit qu'ils pouvaient la racheter à une valeur raisonnable, ou que je pouvais la garder pour une autre occasion. Je leur ai répondu que je préférais la vendre. Non pas parce que je voulais effacer quelque chose, mais parce que garder une bague de fiançailles dans le tiroir de sa table de nuit, alors qu'on reconstruit sa vie seule, est un exercice de nostalgie qui ne sert à rien. Je l'ai vendue un mardi après-midi. Ils m'ont donné 3 000 €. J'ai versé l'argent directement sur le compte de l'atelier, dans le fonds que Rodrigo et moi avions réservé pour l'achat de nouveaux équipements.
C'était la chose la plus honnête que je pouvais faire avec cet argent, transformer quelque chose qui avait représenté une illusion brisée, en quelque chose de concret et d'utile. En un outil, en du travail, en ce genre de choses qui ne vous trahissent pas, parce qu'elles ne vous promettent rien qu'elles ne puissent tenir. Rodrigo s'en est rendu compte lorsque nous avons passé en revue les mouvements du compte à la fin de la semaine. Il m'a regardé de l'autre côté du bureau, avec cette expression qui mêle l'évaluation à l'affection. Il m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai dit que oui. Il m'a dit que ça se voyait, qu'il ne m'avait pas vu avec ce visage-là depuis des mois. Je lui ai demandé quel visage. Il m'a répondu, le visage de quelqu'un qui sait déjà où il va. Je me suis accroché à cette phrase pendant plusieurs jours. Le visage de quelqu'un qui sait déjà où il va. C'était une description simple, mais elle était juste, car c'est ce que j'avais récupéré au cours de ces mois. Non pas le bonheur d'une manière simple et brillante, mais quelque chose de plus profond et de plus stable. Une direction. La certitude que ce que je construisais était réel, qu'il m'appartenait, et qu'il ne dépendait de l'approbation de personne pour avoir de la valeur. C'était un vendredi soir quand Lorena m'a appelé. J'ai décroché avec ma légèreté habituelle quand il s'agissait d'elle, mais sa voix avait un ton différent de celui de ses derniers appels. Plus sérieuse. Pas inquiète, mais sérieuse. De la manière dont une voix devient sérieuse quand vous êtes sur le point de dire quelque chose d'important, et que vous voulez vous assurer de bien le dire. Elle m'a dit que Marisol avait pris de mes nouvelles. Qu'elle lui avait demandé de m'appeler, pour voir si j'accepterais de la rencontrer. Que, de son côté, Lorena ne voulait être l'intermédiaire de rien que je ne veuille pas, mais qu'elle ne voulait pas non plus me cacher l'information, parce qu'elle me devait plus d'honnêteté que cela. Je l'ai écoutée, puis je lui ai demandé comment allait Marisol. Lorena a fait une brève pause. Elle m'a expliqué qu'elle n'allait pas bien. Que les derniers mois avaient été durs pour elle, que la situation financière de la famille l'avait affectée plus qu'elle ne le laissait paraître. Qu'elle s'était séparée d'un homme qu'elle avait commencé à fréquenter après nous, quelqu'un qui, apparemment, répondait aux critères de Célestina, mais s'était avéré être exactement le genre de personne qui répond aux critères de Célestina, et rien de plus. Qu'elle se sentait seule, qu'elle réfléchissait beaucoup, et qu'elle parlait de moi avec une fréquence que Lorena ne m'a pas décrite en détail, mais qui suffisait à donner du sens à cet appel. J'ai écouté tout cela sans rien dire. Puis j'ai dit à Lorena que j'appréciais son honnêteté, que je ne la mettais dans aucune position inconfortable, et que si Marisol voulait me parler, elle devait m'écrire directement, et que je lirais ce qu'elle avait à dire. Lorena a demandé, et tu vas répondre, cette fois. Je suis resté silencieux un instant. Puis je lui ai dit que ça dépendrait de ce qu'elle me dirait. Lorena a ri doucement, un rire court, presque pour elle-même, et a dit, d'accord, Vicente. D'accord. Nous avons raccroché. Je suis resté sur le canapé du salon, le téléphone sur les genoux, avec l'appartement silencieux autour de moi. Je ne ressentais pas le poids que j'aurais ressenti 6 mois plus tôt, en entendant ce nom dans ce contexte. Je ressentais quelque chose qui ressemblait plutôt à une curiosité calme, comme lorsque vous savez qu'une chose va se produire, et que vous n'en avez pas peur, car vous n'avez plus rien à perdre. 3 jours plus tard, le message de Marisol est arrivé. Il faisait nuit. Je lisais. Le téléphone a vibré une fois sur la table. J'ai vu le nom, je l'ai ouvert. Il disait, je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit, mais j'ai besoin de te voir encore une fois. Juste une fois, s'il te plaît. Je l'ai lu 2 fois. J'ai posé le téléphone face vers le haut sur la table, je suis retourné à mon livre, et cette nuit-là, j'ai fini le chapitre que j'étais en train de lire avant d'éteindre la lumière. La réponse pouvait attendre jusqu'au lendemain. Je savais déjà ce que j'allais dire. J'ai répondu le jour suivant, un matin, tôt, avant d'aller à l'atelier, avec le café encore chaud à la main et la lumière du matin passant par la fenêtre de la cuisine. Je lui ai dit que nous pouvions nous voir, et qu'elle devait choisir le lieu et l'heure. Non pas parce que j'avais encore de l'espoir, ni parce que mes sentiments avaient changé, mais parce que j'avais appris, au cours de ces mois, que clore les choses proprement nécessite parfois une dernière étape en personne. Une dernière conversation en face à face, qui donne aux 2 personnes la dignité d'une véritable fin, et non celle d'un silence qui s'étire simplement jusqu'à devenir permanent. Elle a répondu en moins de 10 minutes. Elle a suggéré le café où nous étions souvent allés ensemble pendant les premiers mois de notre relation. Un petit endroit calme, avec des tables en bois et une odeur de cannelle qu'elle avait toujours aimée. Je lui ai dit que ça m'allait. Nous avons convenu de nous retrouver le samedi à 11h du matin.
cette semaine-là, j'ai travaillé avec la même normalité que d'habitude. Je n'en ai pas parlé tout de suite à Rodrigo. Non pas parce que je voulais lui cacher quoi que ce soit, mais parce qu'il n'y avait pas grand-chose à dire pour le moment. C'était juste une rencontre, une conversation en suspens, rien qui nécessitait d'être traité à voix haute avant de se produire. Le samedi, je me suis levé tôt, comme toujours. Je me suis douché, je me suis habillé sans trop y penser, dans les mêmes vêtements que n'importe quel autre samedi, sans faire d'effort particulier dans aucune direction. Je ne voulais pas arriver à cette conversation en étant une version améliorée pour l'occasion. Je voulais arriver en étant exactement qui j'étais, le même homme que j'avais toujours été. Celui qui avait construit un atelier de ses mains. Celui qui avait payé 19 000 € pour la santé de quelqu'un qui n'était pas sa responsabilité. Celui qui s'était éloigné dans un parc, sans crier ni supplier. Cet homme-là, sans fioriture. Je suis arrivé au café 5 minutes en avance. J'ai commandé un café noir, et je me suis assis à une table près de la fenêtre. J'ai regardé la rue à l'extérieur. Les gens passaient à leur rythme du samedi, plus lent que les jours de semaine, avec cette légèreté propre aux jours où personne n'a besoin d'être quelque part en urgence. Marisol est arrivée à l'heure. Je l'ai vue entrer d'où j'étais. Elle s'est arrêtée un instant à la porte, me cherchant du regard, et quand elle m'a trouvé, elle a marché vers la table, avec un sang-froid qu'elle luttait visiblement pour maintenir. Elle avait l'air différente de la dernière fois que je l'avais vue à l'atelier. À l'époque, elle avait des cernes, et cette absence de son bouclier habituel. Maintenant, le bouclier était de retour, soigneusement mis en place. Mais je savais déjà faire la différence entre quelqu'un qui va bien, et quelqu'un qui fait un effort pour avoir l'air d'aller bien. Elle s'est assise, a commandé un café au lait quand le serveur est venu, puis elle m'a regardé. Je lui ai dit que je l'écoutais. Marisol a pris une grande inspiration, et a commencé à parler. Elle m'a raconté qu'elle avait passé les derniers mois à faire une chose qu'elle n'avait jamais faite honnêtement auparavant, se regarder elle-même. Pas la version qu'elle montrait à sa mère, ni celle qu'elle montrait au monde, mais la vraie. Celle qui est à l'intérieur, celle qui apparaît quand on est laissé seul, avec suffisamment de silence autour de soi. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas beaucoup aimé ce qu'elle y avait trouvé. Qu'elle avait vu une femme qui avait appris à mesurer sa propre vie selon les critères de quelqu'un d'autre, et qui avait perdu en chemin la capacité de savoir ce qu'elle voulait vraiment. Elle m'a dit qu'elle avait essayé de suivre le chemin que sa mère avait tracé pour elle. Qu'elle avait rencontré quelqu'un qui remplissait toutes les exigences de Célestina, bon nom de famille, bon travail, bonne image. Et qu'en moins de 3 mois, elle avait compris, avec une clarté brutale, que les exigences de Célestina n'avaient rien à voir avec le bonheur. Que cet homme était exactement ce que sa mère avait demandé, et exactement ce dont elle n'avait pas besoin. Qu'elle avait mis fin à cette relation, en se sentant plus seule que jamais. Elle m'a dit qu'elle avait pensé à moi. Qu'elle repensait aux après-midi passés à cuisiner ensemble, aux longues conversations, et à la façon dont je la regardais quand elle parlait, comme si ce qu'elle disait comptait vraiment. Elle m'a avoué qu'elle avait compris trop tard que ce n'était pas le genre de choses qu'on obtenait avec un bon nom de famille ou un gros compte en banque. Que c'était une chose qui existait ou non, et qu'entre elle et moi, elle avait existé. Elle m'a dit qu'elle voulait réessayer. Qu'elle savait qu'elle n'avait pas le droit de demander, et qu'elle comprendrait si la réponse était non. Mais que si elle ne le disait pas, elle le porterait pour le reste de sa vie. Et qu'elle était fatiguée de porter des choses qu'elle aurait pu dire et qu'elle n'avait pas dites. Quand elle a fini de parler, le café entre nous était presque froid. Dehors, la rue poursuivait son rythme du samedi. À l'intérieur du café, quelqu'un demandait l'addition à la table du fond. La vie normale, qui suivait son cours, complètement inconsciente, comme toujours, des choses importantes qui se passent aux petites tables et dans les cafés tranquilles. Je l'ai regardé pendant un instant, puis j'ai pris la parole. Je lui ai dit que je l'avais entendu, que tout ce qu'elle avait dit était réel, et que je le reconnaissais comme tel. Que je ne doutais pas qu'elle avait changé des choses en elle-même au cours de ces mois. Que je ne doutais pas que ce qu'elle disait ressentir soit sincère. Mais je lui ai aussi dit qu'il y avait une chose qu'aucun de nous deux ne pouvait défaire. Que, ce jour-là dans le parc, je n'avais pas vu une femme entraînée par la pression d'un moment difficile. J'avais vu une femme qui avait pris une décision, avec du temps et de la conviction, et qui l'avait exécutée avec une sérénité qui ne laissait aucune place au doute. Que cette image ne pouvait pas être effacée. Non pas parce que je m'y accrochais avec colère, mais parce qu'elle était simplement là, faisant partie de ce que je savais sur qui elle devenait, quand les choses devenaient difficiles.
Je lui ai expliqué que j'avais continué à construire ma vie pendant ces mois. Que l'atelier grandissait. Que je me sentais bien. Que j'avais retrouvé une chose que j'ignorais avoir perdue, jusqu'à ce que je la récupère. Et que revenir en arrière, peu importe la bonne volonté des deux côtés, signifierait risquer tout cela pour un pari dont je connaissais déjà l'issue. Je lui ai dit qu'elle méritait de trouver quelqu'un, pour recommencer sur une page blanche, sans le poids de ce qui s'était passé entre nous. Sans l'ombre de ce parc, de cette petite boîte fermée, et de ce silence de plusieurs semaines. Quelqu'un avec qui construire quelque chose de nouveau, qui n'aurait pas apporté l'histoire de l'ancien. Et je lui ai dit que moi aussi, je méritais ça. Marisol m'a regardé pendant que je parlais, avec cette expression de quelqu'un qui sait déjà ce qu'il va entendre, mais qui a besoin de l'entendre quand même pour que ce soit complètement réel. Quand j'ai fini, elle n'a pas essayé de discuter. Elle n'a pas cherché d'arguments, ni de nouvelles explications. Elle a juste hoché la tête très lentement, les yeux brillants, mais sans rien laisser couler. Elle m'a demandé s'il y avait une chance, aussi infime soit-elle, aussi lointaine soit-elle. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je lui ai dit que non. Sans dureté, sans triomphe. Avec le même calme que j'avais mis pour lui dire tout le reste. Avec la tranquillité d'un homme qui sait exactement où il se tient, et qui n'a pas besoin de la douleur de quelqu'un d'autre pour confirmer sa propre valeur. Marisol a fermé les yeux une seconde, les a ouverts, et a dit une chose à laquelle je ne m'attendais pas. Elle a dit, « Tu es le meilleur homme que j'ai jamais connu, Vicente, et je l'ai toujours su. Je l'ai juste su trop tard. » Je n'ai pas répondu, car il n'y avait rien à ajouter à cela qui ne soit cruel, inutile, ou les deux à la fois. Elle s'est levée, a pris son sac, et m'a regardé une dernière fois, avec un mélange de douleur et de quelque chose qui ressemblait à la paix. La paix inconfortable de celui qui accepte enfin une chose à laquelle il résistait depuis des mois. Et elle est partie. Je suis resté seul à la table. J'ai fini mon café, qui était déjà froid. J'ai regardé la rue à travers la fenêtre. Un homme promenait son chien. Un jeune couple riait de quelque chose que je ne pouvais pas entendre. Un enfant pointait du doigt quelque chose dans le ciel, et sa mère levait les yeux sans trouver ce qu'il voyait. J'ai laissé l'argent pour le café sur la table. Je me suis levé. Je suis sorti. J'ai marché jusqu'au camion, les mains dans les poches, et le soleil matinal tombant sur le quartier, avec cette générosité tranquille qu'ont les samedis, quand on n'a aucun endroit urgent où aller. Je me suis assis derrière le volant, j'y ai posé mes mains, et je suis resté silencieux un instant. Non pas parce que j'avais mal, mais parce que je voulais accorder à ce moment l'espace qu'il méritait, avant de passer à autre chose. Puis, j'ai démarré le moteur, et j'ai appelé Rodrigo. Je lui ai dit que, s'il n'avait pas de projet pour l'après-midi, il pouvait venir prendre un café avec moi. Il a répondu, bien sûr. Il m'a demandé comment j'allais. J'ai dit, bien. Vraiment bien. Et c'était vrai. J'ai fait avancer le camion et j'ai conduit droit devant moi, sans regarder dans le rétroviseur, sans en ressentir le besoin. Il y a des choses qui se construisent avec des années de travail, des mains calleuses, et des réveils matinaux que personne ne voit. Il y a des choses qui n'ont de prix dans aucun catalogue que Célestina aurait pu consulter. Et il y a des gens qui apprennent trop tard, que la valeur d'un homme ne se mesure pas à la taille de son compte en banque, mais à la constance de son caractère quand personne ne regarde. J'avais su ça depuis le début. Maintenant, j'avais simplement toute ma vie pour me le prouver à moi-même, sans avoir besoin que quelqu'un d'autre le voie. Et cela, je l'avais découvert, c'était plus que suffisant.